machines ont plusieurs points communs. Elles ont été réalisées de manière artisanale avec des composants électroniques très simples dont le comportement peut être décrit en une seule phrase. Elles ne comportent aucun microprocesseur, microcontrôleur ou autre composant électronique complexe. Et elles ont toute la capacité d'exécuter des programmes. Celle-ci est une machine de Turing à une bande réalisée avec des bascules D et des portes logiques. Elle exécute un programme de tri binaire qui accepte en entrée une suite de 0 et de 1 et déplace tous les 1 en début de suite et tous les 0 à la fin. Celle-ci est une machine de Turing à deux bandes réalisée avec des bascules D, des registres à décalage, des multiplexeurs et des portes logiques. Le programme qu'elle exécute calcule tous les termes de la suite de Fibonacci modulo 14. Cet engin est un ordinateur à architecture Harvard, réalisé avec des portes NAND, des diodes, des résistances, des condensateurs et quelques transistors. Il est en train d'exécuter un programme qui énumère tous les nombres de 4 chiffres en ne changeant qu'un seul chiffre à la fois, ce que j'appelle un comptage paresseux. Et ceci est un ordinateur très original dont l'unité centrale utilise des circuits mémoire pour seul composant actif. Il exécute actuellement un programme qui recherche toutes les manières de placer 8 rennes sur un échiquier sans que 2 d'entre elles se trouvent sur une même ligne, une même colonne ou une même diagonale. Mais est-ce que toutes ces machines de conception différente sont capables de réaliser les mêmes choses? Par exemple, le tri binaire réalisé par la machine de Turing à une bande peut-il être exécuté par la machine à 2 bandes si on la programme de manière appropriée? La réponse est évidemment oui. Il suffit de n'utiliser qu'une seule des 2 bandes, qui peut le plus, peut le moins. Mais dans l'autre sens, le programme qu'exécute actuellement la machine à 2 bandes peut-il être traduit en un programme équivalent, exécutable par la machine à une seule bande? Eh bien, il se trouve que cette machine ne dispose pas de suffisamment de mémoire pour faire cela. Mais si on augmente sa capacité mémoire de données, c'est-à-dire la taille de sa bande, et aussi la capacité de sa mémoire de programme, c'est-à-dire son nombre d'états, alors tout programme exécutable par une machine à 2 bandes peut être traduit en un programme équivalent, c'est-à-dire réalisant exactement la même chose, pouvant être exécuté par une machine à une seule bande. En quelque sorte, la machine à une seule bande est capable de simuler le fonctionnement de la machine à 2 bandes. Si on fait abstraction de la quantité de ressources mémoire nécessaires, ces 2 machines sont donc capables de réaliser exactement les mêmes calculs. La machine à 2 bandes est plus facile à programmer et effectue plus vite certains calculs, mais tout programme exécutable sur cette machine peut être traduit en un programme équivalent, exécutable par une machine à une seule bande, dès lors que celle-ci dispose de suffisamment de ressources de mémoire vive et de mémoire morte. On dit que ces 2 types de machines ont la même puissance d'expression. Et d'ailleurs, augmenter le nombre de bandes au-delà de 2 ne permet pas de calculer plus de choses, donc ne change pas la puissance d'expression des machines de Turing. Mais qu'en est-il des 2 autres machines? Il est intéressant d'aborder cette question en faisant abstraction de leurs limitations physiques en termes de quantité de mémoire et de taille de programme, comme nous l'avons fait pour les machines de Turing. En d'autres termes, on fait l'expérience de penser que la mémoire morte de chacune des machines considérées peut être agrandie pour s'adapter à la taille du programme à exécuter, et que sa mémoire vive peut être agrandie pour répondre aux besoins de ce programme en cours d'exécution. Sous cette hypothèse, chacune des 4 machines ici présentes est capable de réaliser exactement les mêmes choses. Tout programme exécutable par l'une de ces machines peut être traduit en un programme équivalent, exécutable par n'importe laquelle des 3 autres. Par exemple, on peut programmer la machine de Turing à une bande pour qu'elle résolve le problème des 8 rennes.
Mais qu'en est-il des autres ordinateurs plus perfectionnés, existant actuellement dans le vaste monde? Peuvent-ils réaliser des calculs impossibles à programmer sur ces machines rudimentaires? Sous l'hypothèse de ressources mémoire illimitées, la réponse est non. Tout programme, exécutable par un ordinateur aussi perfectionné soit-il, peut être traduit en un programme équivalent, réalisant donc les mêmes calculs, exécutable par une machine de Turing à une bande, ou un de ses autres engins. Bien sûr, un même calcul s'exécutera beaucoup plus vite sur un ordinateur puissant, mais si on considère uniquement la faisabilité et non l'efficacité, tout ce qui est calculable par une machine aussi sophistiquée soit-elle est calculable par une simple machine de Turing à une bande. Mais alors, y a-t-il des choses qui sont impossibles à calculer avec une telle machine de Turing ou n'importe quel autre ordinateur? La réponse est oui. Mais pour poser la question de manière précise, nous devons faire appel à la notion de fonction au sens mathématique du terme. Une fonction est un objet mathématique qui, à tout élément x d'un ensemble appelé ensemble de départ, associe soit rien, soit un élément d'un ensemble appelé ensemble d'arrivée. Cet élément associé à x par une fonction f, si applicable, est appelé image de x par f. On appelle domaine de définition d'une fonction l'ensemble des éléments de son ensemble de départ ayant une image par cette fonction. Or, tout programme P calcule une fonction f dont l'ensemble des départs contient toutes les données d'entrée possibles de P et l'ensemble d'arrivée toutes les valeurs de sortie possibles. Sans perte de généralité, on peut considérer que les données d'entrée et de sortie sont des mots binaires, c'est-à-dire des suites de 0 et de 1. D'après tout, si sur certaines machines les données sont représentées de manière différente, une traduction en binaire est toujours possible. On dit qu'un programme P calcule une fonction f si et seulement si pour tout élément x de l'ensemble de définition de f placé en entrée, l'exécution du programme s'arrête et produit en sortie l'image de x par f. Les mathématiciens distinguent deux sortes de fonctions ayant comme domaine de définition et ensemble d'arrivée des mots binaires ou autres données pouvant être représentées par des mots binaires. Les fonctions récursives et les fonctions non récursives. Il y a une infinité de fonctions récursives et une infinité de fonctions non récursives, mais il s'agit de deux infinis différents. Il y a en réalité plus de fonctions non récursives que de fonctions récursives. Or, on sait depuis les années 1930 qu'une fonction est calculable par une machine de Turing si et seulement si elle est récursive. Et ce résultat s'étend à toutes les machines ayant la puissance d'expression de la machine de Turing, y compris les ordinateurs les plus sophistiqués ayant jamais été conçus. Une hypothèse connue sous le nom de thèse de Church-Turing, en référence aux deux mathématiciens qui l'ont formulée, dit que cette limitation s'applique à tout système permettant de traiter des informations, quel que soit le principe utilisé. C'est même valable pour les ordinateurs quantiques. En clair, la plupart des fonctions ne sont tout simplement pas calculables par des ordinateurs. Est-ce grave? La bonne nouvelle, c'est que la plupart des fonctions non récursives, donc non calculables, n'ont strictement aucun intérêt. On ne peut pas leur donner un sens sous la forme d'une quelconque description de taille finie dans quelque langage que ce soit. On peut voir ces fonctions comme des suites infinies et arbitraires de mots binaires. Non seulement elles ne sont pas calculables, mais elles ne sont pas spécifiables. La mauvaise nouvelle, c'est que certaines fonctions non récursives sont par contre parfaitement spécifiables.
on peut expliquer ce qu'elles représentent en termes simples et compréhensibles. Et elles pourraient même être utiles si on était capable de les calculer, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Voici un exemple. Toute machine de Turing a une bande, comporte un certain nombre d'états. Chaque état correspond en quelque sorte à une ligne de programme. On peut donc considérer le nombre d'états comme une mesure de la longueur du programme. D'autre part, pour un programme P donné, si la bande est initialement remplie de 0, il peut se passer deux choses. Soit l'exécution de P se termine après un certain nombre d'étapes, qu'on appellera temps d'exécution du programme, on dit alors que P s'arrête, soit l'exécution de P se poursuit indéfiniment. On appelle grand S la fonction qui, à tout entier n, associe le temps d'exécution des programmes d'une machine à n états qui mettent le plus de temps à s'arrêter parmi ceux qui s'arrêtent. Par exemple, S de 2 vaut 6 parce que parmi les programmes à deux états qui s'arrêtent, ceux qui mettent le plus de temps à s'arrêter le font après 6 étapes d'exécution. Si un programme à deux états ne s'est pas arrêté après 6 étapes, il ne s'arrêtera jamais. Or, la fonction S n'est pas récursive, donc il n'existe aucun programme, sur quelque ordinateur que ce soit, qui, pour toute valeur n placée en entrée, s'arrête et produit S de n en sortie. Cette fonction S a une particularité que je trouve particulièrement difficile à appréhender intellectuellement. Elle a une croissance plus rapide que toute fonction calculable. Par exemple, la fonction x à la puissance x croît très vite. La fonction x à la puissance x croît vertigineusement vite. Mais ces fonctions sont parfaitement calculables si l'on dispose d'une quantité de mémoire adaptée à la valeur d'entrée. On peut spécifier des fonctions qui croissent encore beaucoup plus rapidement en combinant des puissances ou des factoriels à loisir, mais ces fonctions seront toujours calculables au sens théorique du terme. La fonction S croît plus vite que toutes ces fonctions. Sa croissance défie l'entendement. Au moment où je réalise cette vidéo, seules les valeurs de S de 2, S de 3 et S de 4 sont connues. On sait que S de 5 dépasse 47 millions et que S de 6 dépasse largement 10 exposant 36 000. Maintenant, je voudrais aller un peu plus loin en introduisant une notion plus forte de calculabilité. La calculabilité dont je viens de parler suppose simplement l'existence d'un programme qui produit l'image de toute valeur du domaine de définition de la fonction concernée. Mais on peut définir une forme de calculabilité dans laquelle un programme calculant une fonction est tenu de produire une preuve que la valeur produite est bien l'image de la valeur d'entrée par la fonction considérée. Or, qui dit preuve, dit axiome et déduction. Prouver un énoncé tel que par exemple S de 2 égale 6, c'est montrer que cet énoncé est une conséquence logique d'un ensemble d'axiomes qu'on appelle une théorie. Ainsi, la plupart des théorèmes connus actuellement peuvent être démontrés à partir d'une théorie appelée ZFC. Lorsqu'on dit que les valeurs de S de 2, S de 3 et S de 4 sont connues, il faut entendre qu'il existe des preuves connues que S de 2 égale 6, S de 3 égale 21 et S de 4 égale 107 sont des conséquences logiques de ZFC. Actuellement, on ne connaît aucune manière de déduire de ZFC les valeurs de S de 5 et au-delà. Cela ne signifie pas que de telles preuves n'existent pas, mais que si elles existent, personne ne les a encore trouvées. En 2016, Adam Yedidia et Scott Aronson ont prouvé qu'il est impossible de déduire S de 7918 et au-delà de la théorie ZFC.
Ce résultat a été amélioré depuis à S de 1919, sous réserve de vérification car je n'ai pas trouvé de publication scientifique associée. On connaît donc S de n pour les valeurs de n inférieures à 5, et on sait que ces valeurs ne peuvent être calculées, du moins à partir de la théorie ZFC, pour les valeurs de n supérieures à 1918. Entre ces deux bornes, non seulement on ne connaît pas les valeurs de S de n, mais on ne sait pas non plus lesquelles sont calculables. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie d'explorer d'autres facettes de la science informatique.